Choc FM, toujours avec vous, le duo de choc. Patrick Bizinavi, Mike Laviole. Bonjour Mike. C'est Franco Basket maintenant, on parle plus des Raptors. Oh, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit bien dit sur Franco Basket. Ah! Ah, c'est bon, les Raptors, il faut C'est plus Franco perdre. Raptors, c'est Franco Raptors. C'est parce que tu m'as fait que j'ai. T'es sur Impact Basket. Ouais, c'est déjà. ça, donc c'est Franco Raptors. Là, ah oui, aujourd'hui, ce sera une émission un peu chargée. On va parler de la semaine des Raptors qui étaient à l'extérieur pendant un moment, qui reviennent ce vendredi à Toronto avec un match contre les Detroit Pistons. On va revenir aussi sur les performances de Chomche avec les 905 qui ont commencé leur saison. Et bien sûr, il y aura la partie Impact Basket avec un invité qu'on aura en deux parties. Aujourd'hui, ce sera juste la première partie. C'était extraordinaire l'entrevue qu'on a eue avec lui. On a décidé de le faire en deux parties. Alors, c'est parti d'abord pour l'actualité des Raptors. Et oui, l'actualité des Raptors, c'est ces matchs qu'ils ont joués à l'extérieur. Ils étaient à Los Angeles, où ils ont joué contre les Clippers. Le lendemain, contre les Lakers. Et puis après, ils sont partis à Milwaukee. Et donc, c'était vraiment une semaine assez difficile parce que ils sont déjà à 2 victoires seulement sur 9 défaites. Et donc, si on revient, on ne va pas revenir au score parce que déjà on regardait les matchs, je me dis, mais on va faire une analyse justement de ce parcours à l'extérieur. Donc, Mike, qu'est-ce que tu as remarqué d'abord au niveau des performances? D'abord, on va commencer avec les matchs contre les Clippers et les Lakers. Bah, contre les Clippers, c'était très bien. Les Raptors ont été dans le match quasiment jusqu'au bout. Ils ont fait une bonne performance. Malheureusement, c'est ce qui se retrouve depuis le début de la saison. C'est une jeune équipe qui a du mal à gagner, qui n'arrive pas à terminer ses matchs. Ils sont dedans, ils font des bons débuts. Ils ont réglé leur problème de commencer les matchs. Jamal Shell en a parlé dans le Raptor Show aujourd'hui. Ils arrivent bien à commencer leur match. Ils font des très bons débuts de troisième quart-temps à chaque fois. Ça, c'est vraiment quelque chose de positif dans tous les matchs. Malheureusement, trop de pertes de balles, trop de fautes et encore une fois, une défense qui a du mal à- à vraiment contenir les meilleurs joueurs. On a vu Ochai Agbaji qui a dû défendre contre LeBron James, qui a dû défendre contre qui? Contre les Contre, Clippers. James Harden, un peu de Norman Powell aussi. Il fait le travail, mais ça reste difficile. Et pour revenir sur le match des Lakers, LeBron James a pris les choses en main à la fin et il y avait rien à faire. On se demande vraiment s'il a 40 ans. Il est sensationnel, il n'y avait rien à faire contre lui. Il nous a bien rappelé LeBron de dos, quoi, malheureusement. Et puis voilà, pour ces deux matchs, c'est ça. Du positif, on va en parler après avec des performances individuelles. Mais on est un peu dans la continuité. J'ai l'impression qu'on continue à se répéter, en fait. C'est que c'est toujours pas mal offensivement. Sur ces deux matchs, du moins, on va en parler après pour Milwaukee, c'était un peu différent. Mais toujours la pire défense de la ligue, même si visuellement, sur certains moments, on trouve que c'est bien. Malheureusement, dans les chiffres, ça reste très compliqué. Donc, on va se contenter de continuer à regarder des évolutions individuelles plutôt que les résultats collectifs, surtout que les blessés continuent à s'enchaîner. Et c'est ça le plus embêtant, c'est que, eh ben, nouvelle blessure pour Quickly. Quickly qui était revenu de sa première blessure et là il s'est blessé encore une fois. Donc là, tu viens de le dire, au début de la saison, le problème c'était qu'ils avaient un grand trou au début du match, ils prenaient beaucoup d'efforts pour revenir. Maintenant, ils ont changé, les 3 premiers quarts-temps, ils sont dans le match. C'est même rare qu'ils soient derrière plus de 10 points, mais c'est le dernier quart-temps qu'on voit qu'ils ont du mal à finir. Et bien sûr, offensivement, ils sont parmi les meilleurs dans la ligue, que ce soit en contre-attaque, que ce soit le nombre d'assists qu'ils donnent par match. Mais les pertes de balles, ça fait que la défense en transition devient presque inexistante et ils vont encaisser, surtout au quatrième quart-temps. C'est vraiment frustrant, mais on était averti que bon, c'est ça le développement des jeunes, c'est ça donc on doit avoir de la patience et puis aussi en parlant de développement aussi on peut aussi
penser au travail de Darko en tant que coach. Il y a certains qui le critiquent aussi de certaines décisions. Toi, quelle est ton analyse sur sa performance en tant qu'entraîneur dans cette situation où on est en train de reconstruire l'équipe, mais aussi le côté coach aussi? Oui, c'est sûr, il y a eu des critiques sur les gestions de fin de match. On se rappelle contre Denver, plutôt dans la saison où il ne prend pas le temps mort, il laisse jouer RJ. Là, ce qui a fait énormément parler, c'est la dernière action contre les Clippers, parce que c'est vrai que les Raptors sont tout près. Ils sont à 3 points. Les Raptors ont besoin d'un 3 points. Et en fait, sur 2 remises en jeu de suite, il donne la balle à Jakob Poeltl, qui est envoyé au lancer franc. On sait que ce n'est pas le meilleur joueur de l'équipe au lancer franc, que l'équipe devait chercher un 3 points. Après, certains observateurs ont été très sévères avec Darko là-dessus, jusqu'au point où, le lendemain, interrogé, il a dû faire une sorte de mea culpa. Mais au final, ça a failli marcher. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, si on se remet dans les conditions du match, la première faute, c'était sûr qu'ils allaient la faire parce qu'il en restait une faute à donner avant d'envoyer les Raptors sur les lancers francs. La deuxième, il y avait 3 points d'écart. Pour moi, ils auraient fait la faute quoi qu'il en soit. Ouais. Ensuite, les Raptors étaient certains d'avoir 2 lancers francs. Il fallait en mettre un, rater volontairement le deuxième, essayer Pour de faire mettre quelque le chose. panier, ouais. Au final, alors ça n'a pas été fait volontairement, mais moi, je trouvais que c'était plutôt une bonne tactique d'envoyer ton joueur le plus grand sur la ligne, même si c'est pas le meilleur relancé. Au pire des cas, même s'il ratait le premier, tu tentais de récupérer la balle et de shooter à 3 points. Il restait du temps, il restait à quelque chose comme 6 secondes. Et ça a failli marcher. Jakob a parfaitement raté le deuxième, il a mis le premier. Le ballon lui est revenu dans les mains. Il a tapé front, le devant de l'arceau. Ça lui est revenu dans les mains. Il a eu un shoot. Il y a même eu après des espèces de claquettes et encore de la bataille pour essayer d'avoir la balle. Au final, je trouvais que c'était pas si mal que ça. Alors bien sûr, dans la tête des spécialistes NBA, oui, il faut un shooter à 3 points. Ils font ton meilleur shooter de lancer franc sur la ligne. Mais au final, beaucoup de critiques pour ça. Alors que, bien sûr, ce qui ressort, c'est les énormes progrès individuels que font les joueurs. Je pense que ça va être une parfaite transition pour la suite. Darko fait un excellent travail de développement et c'est tout ce qu'on attend de lui cette saison. Pour les résultats, bien sûr, on espère qu'on ne va pas perdre tous les matchs jusqu'à la fin de l'année parce que ça va être vraiment déprimant. Mais en tout cas, l'équipe est dans la bonne direction. Je crois que sur les 10 défaites, il y en a 8 qui sont par moins de 6 points, quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'est quand même très positif. Et on peut se dire quand cette équipe va apprendre à gagner et quand tout le monde sera là, je pense que les Raptors vont avoir des meilleurs résultats. Ça va arriver. Ça, c'est sûr. Et puis, je trouve que c'est un coach positif. Il est encourageant, même dans les réponses, chaque fois qu'on lui pose des questions, il ne va critiquer personne. Comme tu viens de le dire, il a pris la faute sur lui-même, sur la gestion du match. Et c'est quelqu'un tu vois, il a l'habitude de travailler avec les jeunes. Donc, je pense qu'on a le coach qu'il faut pour développer ces jeunes. Donc, avant de parler des joueurs individuellement, on a eu aussi Milwaukee. Milwaukee, c'était un match qu'on pouvait prendre sur le papier parce que Milwaukee, c'est une équipe qui est aussi en difficulté. Sur le papier, c'était un match qu'il fallait prendre, surtout à l'absence de Dame qui n'a pas joué. Donc, il y avait seul Giannis qui était présent parmi les meilleurs. Mais c'est un match qu'on a raté complètement. Moi, à mon avis, c'était le mauvais match de cette partie où ils étaient sur la route. On voyait qu'ils étaient fatigués, que la performance n'était pas là. Alors, comment est-ce que tu analyses la défaite contre Milwaukee? C'est ça, ils ont manqué d'essence à la fin. Enfin, même pas à la fin, sur tout le match. De manière générale, on a vanté les qualités offensives de l'équipe, on n'a pas retrouvé. D'habitude, ils arrivent à bien jouer. Au-delà des pertes de balles, là, c'était de l'exagération totale dans les pertes de balles. À l'image d'un RJ Barrett qui n'a pas été en capacité de s'adapter à ce que lui montrait la défense. On sait que RJ, il aime bien aller au cercle, c'est sa grande force. Là, il s'est retrouvé face à Giannis et face à Brook Lopez et il s'est cassé les dents dessus et il n'a pas trouvé d'autres manières de jouer dans ce match-là. Et malheureusement, en fait, si on doit retirer le positif, c'est que les Raptors font leur meilleur match défensif de la saison contre les Bucks qui ont arrosé à 3 points. Les Bucks, leur stratégie, c'était 3 points, 3 points, 3 points. Ils ont pris 57 tirs à 3 points, je crois. C'est quelque chose de hallucinant. Ils ont plutôt bien défendu sur Giannis, même si on avait l'impression qu'il pouvait un peu accélérer quand il voulait. Malgré tout, je crois qu'ils le tiennent à 22 points et il va surtout chercher ses points au lancer franc. Mais les lancers francs, ça a été bien mieux. On a moins concédé de lancers francs. Donc voilà, on va essayer de prendre le positif de ce match-là sur la défense. L'attaque n'est pas là, mais l'attaque a été plutôt régulière sur tous les autres matchs. Donc on peut se dire que s'ils arrivent à mettre bout à bout cette performance défensive avec ce qu'ils ont fait en attaque jusque-là, je pense qu'on peut être satisfait. C'était le match de trop sur le road trip. Ils étaient cramés physiquement, ça se voyait. Non, c'est très dur l'horaire qu'ils ont jusqu'au mois de décembre. Alors, pour parler
des joueurs individuellement, on ne peut pas parler des Raptors sans parler de Grady Dick. C'est vraiment, jusqu'à présent, à mon avis, parmi les meilleurs joueurs qu'on a cette saison. Alors lui, après des matchs à 30 points avant, et puis sur la road trip, c'est vraiment excellent ce qu'il a pu faire pendant ces matchs. Comment est-ce que tu peux juger sa performance durant cette partie-là? Ben en fait, je pense qu'on a tout dit sur lui. On se répète un petit peu. J'ai envie de partir sur une autre question que j'ai envie de te poser par rapport à Grady Dick. Est-ce qu'on doit revoir sa position dans la hiérarchie de l'équipe? Est-ce qu'on doit le considérer maintenant comme un futur All-Star? Parce qu'il fait ça à 20 ans, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Il a un jeu très complémentaire des autres, mais est-ce qu'on doit considérer que Grady Dick, je sais pas, c'est l'option numéro 2, même devant RJ Barrett ou même devant Quickley quand il va revenir? Est-ce qu'on doit déjà commencer à songer à Grady Dick comme le deuxième joueur scoreur de cette équipe, parce qu'il est vraiment un scoreur complet. Je pense qu'il est un scoreur plus complet, en tout cas par rapport aux distances, mi-distance, au panier, de loin que même Scottie. Est-ce que c'est lui le scoreur de cette équipe qu'on doit considérer à l'avenir, déjà maintenant? Je pense que oui. Il a déjà prouvé qu'il peut marquer. Il a fait déjà 3 matchs à plus de 30 points déjà cette saison. Et surtout avec les difficultés de RJ, le joueur le plus constant, c'était vraiment Grady. Moi, je pense que si je mettais à la place de Darko, moi, je pourrais faire jouer Grady en première option, les 3 quarts du match, et puis avoir Scottie pour le 4e quart-temps, parce que même maintenant c'est comme ça qu'il fait. Scottie est beaucoup plus il donne des passes, il cherche des joueurs qui sont ouverts, et puis le 4e quart-temps, c'est là où il va performer le plus. Mais je pense que maintenant il a vraiment pris sa place dans l'attaque et puis je pense que l'autre aspect de Grady Dick, il est plus complet, parce que on a vu un match contre les Bucks, RJ, quand ses pénétrations ne marchent pas, il est perdu. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de solution, mais Grady, il peut marquer à mi-distance, il peut marquer à 3 points, il peut faire des pénétrations sur l'anneau, il a même fait des dunks. Donc, il y a moyen de miser sur sa qualité offensive. Même si la défense n'est pas son fort, mais il fait des efforts défensivement. Je pense que c'est un joueur sur qui l'attaque devait miser. Moi, j'aimerais voir quand l'équipe sera au complet, quand il y aura Quickley, quand il y aura Scottie qui va revenir, comment cette dynamique peut aller. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de faire. Mais je pense en termes d'évolution, entre la première année et la deuxième, il est devant tout le monde en NBA, parce que il faudra un jour, si l'équipe commence à performer, il faudra un jour parler de All-Star. Parce qu'à 20 ans, ce qu'il parvient à faire, moi je pense que on n'a pas vraiment honte de dire que c'est une future star de la NBA, Grady. Ouais, on va voir si ça se poursuit sur la saison déjà dans la régularité, mais pour l'instant c'est le cas. Et puis il a que 20 ans, donc il a encore tout à apprendre en fait. Oui. C'est ça qui est dingue. Et en plus, l'avantage c'est qu'il a un jeu où il n'a pas besoin d'avoir le ballon dans les mains. Non. Et en plus, il a une gravité qui fait que la défense le suit. Il va déplacer la défense. Et moi, je pense que quand il y aura tout le monde, il va encore créer plus d'espace pour Scottie, mais aussi pour RJ. RJ avec Scottie, avec Quickley et avec Grady, là, il ne sera pas embêté pour aller driver en 1 contre 1 face à quelqu'un. Là où contre Milwaukee, il n'y avait que Grady. Et Grady, quand même, c'est un joueur de large. Et du coup, il n'y a personne qui occupait Brook et Giannis. Mais avec un Scottie Barnes, avec un Quickley qui étire la défense, là ça va être du pur plaisir pour tout le monde en tout cas. Donc ouais, vraiment c'est fantastique de voir. Et le système offensif de Darko, c'est un système où tout le monde peut marquer. C'est ça, il n'y a pas un système qui est fait pour un joueur. Il n'appelle pas un système pour tel joueur. C'est les joueurs qui doivent réagir en fonction de la défense et de ce que chacun fait. Donc tu vois, c'est vraiment un profil idéal. Et puis on a hâte de voir Jacoby Walter qui revenir également, parce qu'il est un peu dans le même profil que Grady, en étant un peu plus fort défensivement, un peu moins grand, donc il pourra moins shooter au-dessus des joueurs. Mais c'est un joueur qui a montré qu'il est capable de provoquer des fautes aussi. Donc on peut avoir 2 joueurs en mouvement autour de Scottie Barnes, ça peut être vraiment très très intéressant. Ouais. L'autre point positif aussi, c'était la performance de Bruno Fernando. Ah oui. On avait perdu espoir. Inattendu. Et puis du coup, il revient donc contre les Clippers, contre les Celtics, et puis le fameux
dunk contre Giannis quand ils ont joué contre Milwaukee. Mais je pense que c'est quand même un autre aspect positif qu'il faut signaler cette semaine. Faut prendre tout le positif possible, hein. Même si on arrive à développer Bruno Fernando qui a déjà 26 ans, je crois, ça sera une réussite, hein. Oui, une entrée inattendue parce que Jakob avait trop de fautes face à Zubac et je crois en 10 minutes il est en plus 10 alors que jusqu'à présent il nous faisait les moins je sais pas combien. Et puis contre les Lakers c'était un peu moins bien. Parce que bon, AD. Ah oui, c'est Et ça. par contre, ouais, cette rentrée. Après, il n'a pas été exceptionnel face aux Bucks, mais il a marqué les esprits avec ce dunk Ce dunk. surtout. C'est surtout ça. Surtout parce que on en avait discuté dernièrement, c'est que quand Yak sort, il y avait un gros trou. Exact. Mais avec les performances de Bruno Fernando, ça a été quand même quelque chose de positif où Yak pouvait rester beaucoup plus de temps sur le banc et puis il n'y avait pas vraiment de trou au niveau du score et il a pu prendre sa place. Et puis comme il est en contrat non garanti, je pense que là il vient de gagner quand même des... C'est sûr. il Il vient marque des de... points maintenant, il faut qu'il continue comme ça. Il a le temps jusqu'en janvier de se faire sa place, hein, puisque malheureusement, Kelly Olynyk, on ne sait pas ce qui se passe, toujours blessé au dos. Apparemment, il est revenu un petit peu à l'entraînement, mais sans contact. Il n'y a pas trop d'informations du côté des Raptors et c'est assez inquiétant et c'est dommage parce que vraiment Kelly Olynyk, même si c'est pas l'apport défensif, c'est offensivement il va limiter les pertes de balles et il va donner encore plus de passes. Et si on l'a vu tenir l'attaque des Raptors à lui tout seul la fin de l'année dernière, Ouais. c'était déjà bien. En plus, c'était les mêmes problèmes. La défense était vraiment pas bonne, mais offensivement on avait déjà commencé à trouver des choses intéressantes et Kelly Olynyk faisait partie de ces Ah choses oui. intéressantes. Donc Bruno Fernando, vas-y, hein, puisque Jonathan Mobo est un peu en retrait maintenant, c'est un peu plus compliqué pour lui. Il a du mal à reprendre le rythme après un début de saison où il avait beaucoup de minutes. Maintenant, il en a beaucoup moins. Il doit s'adapter. C'est un peu pareil pour Shed, même si Shed va retrouver du temps de jeu avec la nouvelle blessure de Quickly. Mhm. Mais c'est compliqué pour ces jeunes joueurs de s'adapter à jouer 20-25 minutes et d'un coup revenir à 10 et de pouvoir apporter sur 10 minutes. C'est un autre rôle, donc c'est un peu plus compliqué. Oui, pour terminer sur cette partie des performances personnelles, Ochai Agbaji, je pense qu'il m'a entendu quand on pronostiquait en début de saison. C'est extraordinaire ce qu'il parvient à faire, à la fois offensivement et défensivement. C'est parmi les bonnes surprises quand même de la saison. Que penses-tu de sa performance jusqu'à présent? Ah oui, bah c'est la surprise, la très très bonne surprise de ce début de saison. On l'avait dit, la clé pour lui, c'est est-ce qu'il peut apporter suffisamment offensivement pour rester sur le terrain? Et bah, Ah, là, il il nous l'a l'a fait. prouvé, c'est le joueur le plus adroit de la ligue devant Jokic. Il est sensationnel dans les coins, sur les 3 points dans les coins. Et en plus, il fait du drive, il finit les contre-attaques, il utilise toutes ses capacités athlétiques. Donc, vraiment, j'espère que ça va continuer parce que c'est une très très bonne surprise. Et lui aussi, j'espère qu'il arrivera à s'adapter à un changement de rôle une fois que l'équipe sera au complet parce qu'il va certainement revenir sur le banc, il aura moins de temps de jeu. Il faudra qu'il arrive à être aussi impactant avec moins de minutes. Ah oui, quand il tire du coin, c'est rare qu'il rate. Et puis ses pénétrations, ses cuts. Et puis en défense, c'est lui qui prend le meilleur de l'autre côté. Exact. Il a défendu contre LeBron, il a défendu contre Yanis. Donc en plus, il fait démontrer son aspect athlétique. Ouais. Quand on lance la balle en haut, il va le prendre et puis faire un dunk. C'est vraiment extraordinaire de voir ce qu'il peut faire. On va voir avec la suite quand ils vont revenir, les joueurs vont revenir. C'est vrai qu'il va sortir du banc, mais jusqu'à présent, les gens sont en train de donner des fleurs à Masai pour le voir amener de Utah à ici. Donc ça va conclure cette partie, mais on reste toujours dans l'actualité. Toi et moi, on était ensemble hier quand ils ont montré le nouveau maillot des Raptors, qui est le maillot de la ville, mais aussi on parle toujours de Vince Carter, donc qui a le thème de Vince Carter. Donc c'est vrai que les médias en avaient déjà parlé, ils avaient montré les photos, mais hier c'était le lancement officiel hier soir. Donc que penses-tu justement de cette nouvelle version de maillot? Comment est-ce que tu le trouves? Et puis c'est la saga Vince qui continue dans la ville de Toronto. C'est ça, le dinosaure qui fait le dunk entre les jambes de Vince Carter, le Rider, comme on l'appelait avant. C'est la remarque que j'ai faite hier en rigolant, c'est qu'on l'appelle plus comme ça. Maintenant, c'est le dunk de Vince Carter. Mais ouais, non, une soirée sympa, même si j'avoue, je me demande l'utilité maintenant avec les réseaux sociaux de ce genre d'événement, parce qu'au final, on n'a pas appris grand-chose. Il y a une petite interview avec le créateur de la statue du dinosaure, et puis on a eu Garrett Temple qui ouais. s'est exprimé. Mais au final, tout avait déjà été présenté. Mais vraiment, le maillot est bien, hein. Ça change de l'ordinaire. Il n'y a pas d'écriture. On sait que c'est les Raptors, c'est Vince Carter.
Il avait leaké un peu avant. Je me demandais comment ça allait donner avec le numéro sur le côté, mais au final, ça rend très très bien. Donc, on a hâte de les voir le porter. Ça sera vendredi prochain contre les Minnesota Timberwolves. Voilà, donc c'était la partie actualité des Raptors cette semaine, tout en vous rappelant que au moment où nous enregistrons cet épisode, ils n'ont pas encore joué contre les Detroit Pistons, qui vont jouer ce vendredi soir. Ils vont jouer contre Boston samedi soir. Donc, encore une fois, un horaire très chargé pour les Raptors. On va revenir sur les résultats contre Detroit et Boston la semaine prochaine. Mais c'est sur ce point qu'on clôture l'actualité des Raptors cette semaine. Et dans quelques instants, ce sera au tour de Mike qui va revenir sur notre cher Camerounais, Ulysse Chomche, dans la rubrique qu'on a constituée pour Ulysse Chomche. Et c'est l'instant Chomche, on va revenir sur la saison qui a enfin débuté du côté des 905. 3 matchs pour les 905 qui ont gagné le premier et qui ont perdu les 2 autres. C'était contre l'équipe des Skyhawks, l'équipe affiliée aux Atlanta Hawks. Et le premier match, c'était contre l'équipe affiliée à Philadelphie, les Blue Coats. Et j'ai perdu le nom de la ville. Mais peu importe, vous irez le rechercher. Delaware? Delaware, exactement, ouais. du Delaware, les Blue Coats du Delaware, c'est ça. Alors, Ulysse Chomche, j'avais été un peu déçu sur les 2 premiers matchs parce qu'en fait, il est vraiment utilisé comme un rim runner, protecteur de cercle. Donc, il défend le cercle. Il switch un petit peu parce qu'il a vraiment des qualités énormes pour sa taille de déplacement. Mais en attaque, il pose des écrans et il attend qu'on lui donne la balle et il va chercher des rebonds offensifs. Sur le premier match, il n'a absolument pas été servi. Il n'a pas touché le ballon. Il a essayé d'avoir quelques rebonds offensifs, mais il n'avait même pas marqué. Donc, toujours des bons passages en défense avec des contres, beaucoup de fautes aussi. C'est là qu'on voit sa jeunesse. Mais pas convaincu par le premier match. Après, on nous avait dit, Joe Tuomu m'avait dit, c'est un joueur qui apprend vite. Donc, match suivant. Déjà, un rebond offensif, 2 points. Il a marqué ses premiers points en G-League. Toujours très intéressant défensivement. On voit le potentiel, vraiment le potentiel défensif, il est là. Et en attaque, toujours pas de service. Donc je me suis dit, ok, on lui donne pas la balle. La G-League, c'est un peu ça le problème. On l'avait vu avec Grady Dick l'année dernière. C'est qu'en fait, les joueurs, ils vont pour se montrer. Et collectivement, souvent, s'il y a un choix à faire entre la passe et le tir, malheureusement, les joueurs extérieurs vont choisir le tir. Et quand tu es un joueur qui dépend des autres, tu as moins d'opportunités. Mais visiblement, ils m'ont entendu parce que sur le 3e match, Ulysse Chomche a mis 12 points. Le premier, c'est très intéressant parce qu'il n'a pas été servi sur un pick and roll. Il a été servi au poste bas. Il s'est retourné. Il a drivé son joueur. Il s'est retrouvé sous le panier et avec ses grands bras, il a réussi à marquer. Donc là, déjà, waouh, tu dis, oh, ça ressemble à des choses qu'on a vues avec Giannis, par exemple. C'est exactement le même genre de corps qu'il a, en fait. C'est 6'11", et une vivacité qui est supérieure à la moyenne des gens qui font cette taille-là habituellement. Et il a 18 ans. Et il a 18 ans, il n'est pas encore 19 ans, il est à la fin de l'année. Et on voit qu'il faut qu'il se développe musculairement et tout encore, mais vraiment intéressant. Et sur le reste du match, pick and roll, pass, dunk, pick and roll, pass, dunk, pick and roll, pass, dunk. Il a mis 4 paniers comme ça, où ses coéquipiers l'ont enfin servi. Après, je vais attendre d'aller là-bas pour lui demander, est-ce que c'est une question de timing? Est-ce qu'il a appris le timing pour être libéré? Parce qu'on sait que c'est ça le problème sur le pick and roll, c'est que le joueur doit roll au bon moment pour que son coéquipier lui donne la balle. C'est pas toujours la faute du passeur, c'est aussi parfois le joueur qui roll qui doit faire les bonnes décisions. En tout cas, il termine avec 12 points, 9 rebonds, 4 contre, son meilleur match. 6 fautes, il est sorti, ils ont perdu. On ne va pas attribuer la défaite à sa sortie, mais en tout cas, il avait un impact vraiment intéressant. Donc, du positif, une évolution déjà entre les 2 premiers matchs et le match suivant, assez sensationnel. Donc, je suis content et j'ai hâte que la semaine prochaine d'aller au premier match à domicile et j'espère de pouvoir la voir ou en tout cas de discuter un petit peu avec le coach, voir si je peux avoir aussi Justin Cérès pour pouvoir parler son évolution. Est-ce qu'ils envisagent à l'avenir de lui donner plus de ballons? Est-ce que pour l'instant, il le garde dans ce rôle-là? On en avait un peu discuté ensemble. Tu m'avais dit, c'est normal, il est très jeune, il faut commencer par les bases. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu rapidement et puis après on ira. Moi, je trouve que c'est lui par rapport à d'autres joueurs de la G-League, il est mieux parce que son contrat est garanti de toute façon. Donc, il n'est pas en train de chercher sa place. Il est là, il a été drafté par l'équipe première. Donc, son objectif, c'est vraiment le développement. Il ne cherche pas une place parce que
que sa place est déjà là. Mais ce sera vraiment autour des coachs de lui donner les opportunités justement de jouer. Donc au troisième match, on a vu qu'il touchait la balle plus, donc il a eu les occasions de marquer. Mais je trouve que déjà, 3 matchs, c'est vraiment du positif. On voit une progression. On voit une progression, mais après, quand on va voir quand il va revenir dans l'équipe première, s'il pourra faire la même chose. Mais je suis confiant qu'ils ont un plan pour lui. On voit déjà les effets que la 905 a eu sur Grady en fin de la saison passée et puis cette saison. Donc, il n'y a rien que du positif pour Ulrich. J'ajoute un petit truc avant d'aller en pause. Une différence que l'on voit par exemple avec Christian Koloko l'année dernière, c'est qu'il a que 18 ans, mais physiquement, il se fait pas bouger en G-League. Ouais, Christian Koloko, il avait énormément de mal à prendre des rebonds en NBA et quand il est parti en G-League, c'était pareil. On voyait qu'il avait du mal à s'imposer physiquement. Là, Ulrich, c'est 9 rebonds dès le troisième match, hein. voilà. Et les premiers, j'ai plus les stats en tête, j'aurais dû les noter, mais c'était déjà un nombre conséquent de rebonds alors que c'est ses tout premiers matchs. Ouais. Donc ça, c'est déjà ultra positif. Et puis oui, défensivement, il se fait pas bouger, quoi. Quand il défend sur un gros pivot, il est là, il va faire des fautes un peu bêtes des fois parce que normal, il est jeune, il va se faire feinter ou il va trop envie. Déjà une évolution aussi. Sur les premiers matchs, on a remarqué qu'il avait trop envie d'aller contrer tout le temps. Ça, Oui. c'est typique des jeunes joueurs. Ouais. Ils ont des qualités athlétiques. Ils voient le gars lui venir sur lui. Il va sauter, il va sauter, il va Il va sauter. commettre la faute. Là, déjà, sur le troisième match, on a vu le joueur le feinte. Le joueur va de l'autre côté. Il anticipe, il lève juste les bras. Le joueur rentre dans ses bras parce qu'il n'a pas assez de taille pour monter par-dessus. Et ça fait un contre supplémentaire. Donc vraiment, ça, c'est très positif. L'évolution, elle est sensationnelle. Et on a hâte d'être à la suite. Bah oui, oui, oui. En tout cas, il t'a donné du contenu pour l'émission d'aujourd'hui. Et donc, c'est sur ces points qu'on va aller à la pause. Et on vous retrouve juste après la pause pour Impact Basket. Nous sommes en pause. Si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube de Choc FM. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez et commentez. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast en rediffusion sur toutes les plateformes. Le nom, c'est bien sûr Franco Raptors avec vous, Patrick Biznavi et Mike Laviole, toutes les semaines, les samedis, à partir de 13h sur Choc Impact Basket. C'est parti pour Impact Basket. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec un ami. Il s'appelle Blaise Ilaniwoutse. C'est un compatriote burundais que je connais depuis très longtemps. J'ai même joué contre lui dans ma jeunesse, quand je jouais à la Ligue au Burundi. Et donc, lui, il est le fondateur, le créateur d'une académie dans la région de Gatineau, Ottawa. Ça s'appelle ICBA, Inole Canada Basketball Academy. Donc, j'ai pu vraiment m'entretenir avec lui. C'était supposé une petite entrevue de 20 minutes, mais on a fait le double du temps parce que c'était fascinant. C'était vraiment fascinant ce qu'il a raconté. Donc, la première partie, il va nous parler de son parcours en tant que joueur et puis peu après en tant qu'encadreur. Mais c'est vraiment extraordinaire ce qu'il a pu faire de sa carrière et puis de l'impact qu'il fait dans la communauté, chez les enfants, les jeunes, et chez les parents. Donc, je vous propose de l'écouter et puis après, on pourra discuter de ce qu'on tire de cette entrevue-là. C'est la première partie avec Willy Blaise Ilaniwoutse de l'Académie ASBA. Alors, merci Blaise merci d'avoir accepté l'invitation à Impact Basket. Alors, on va parler aujourd'hui de ta passion pour le sport, pour le basket, et puis ton séjour, plutôt ton parcours, et puis de l'académie que tu représentes. Alors, Blaise, raconte-nous d'où est venue la passion pour le basketball. Bon, merci Patrick pour l'invitation. Euh, Comme tu viens de le dire, mon nom c'est Blaise. Et puis, la passion du basketball, moi je pourrais dire que elle est venue par des circonstances que notre pays a connues en 1993. Comme toi aussi tu le sais, Le Burundi, tu veux dire? au Burundi, exactement, Ouais. parce qu'on vient du Burundi, Ouais. désolé. Et puis au Burundi, en 93, il y avait une crise où il y avait la guerre. Et du coup, tous les jeunes n'allaient pas à l'école. Tous les jeunes
voilà, était dans la rue. Et du coup, moi, j'habitais dans un quartier qui s'appelait Ngagara, à Bujumbura. Et à cette époque, il y avait un jeune universitaire, je pense que tu te souviens de lui, il s'appelle Rukundo. Le compte C'est de lui, Jean-Claude? c'est ça. C'est Ouais. lui vraiment qui nous a initiés au basketball. Et la passion est née de là-bas parce que c'est lui qui nous a appris les bases, les fundamentals du basketball. Et puis, je suis tombé en amoureux de ce jeu, de ce ballon orange euh, qui a fait de qui je suis au niveau caractéristique parce que le basketball m'a donné tellement beaucoup de choses, que ce soit au niveau de mon caractère, au niveau des connaissances, des rencontres d'autres personnes. Et voilà, en tout cas, je suis très reconnaissant que j'ai pu trouver le hobby, le plaisir en basketball. Ouais, je me souviens bien de Rukundo, c'était un coéquipier, on était dans la même équipe universitaire à l'époque, il était très bon, je me souviens, il était vraiment très bon. Alors, est-ce que quand il a commencé justement à vous enseigner les fondamentaux du basket, est-ce qu'à cette époque, tu pensais que tu allais devenir un bon joueur? Parce que tu l'étais. J'ai joué contre toi. Pour les gens qui nous écoutent, Blaise et moi, on se connaît depuis beaucoup, beaucoup d'années. J'ai joué contre Blaise à l'époque à la Ligue de basket de Bujumbura. Est-ce qu'à cette époque, tu pensais que tu allais être un bon joueur ou bien c'était juste pour t'amuser? Non, c'était vraiment juste pour m'amuser. Et je ne savais pas que j'allais être bon en basketball parce que dans ma famille, il n'y a aucune personne qui a joué ou bien qui joue au basketball. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qui est héréditaire. Et moi, je pourrais dire que le premier contact que j'ai eu avec le basketball, c'est effectivement à travers Rukundo pendant cette crise que notre pays a connue. Et ce qui est bien chez nous en Afrique, toujours on est dehors et puis toujours on rencontre des gens. Donc, si tu as une occupation, voilà, mon occupation était le basketball. Je pourrais dire que mon amour avec le basketball, c'était un accident qui était positif. Mhm. Alors après, les premiers pas, c'était le basketball compétitif. Je me souviens, tu faisais partie de l'équipe Kern. Comment est-ce que tu as pu joindre cette équipe-là et puis à jouer vraiment au très haut niveau? Bon, avec Rukundo, parce que c'est lui vraiment qui m'a contaminé avec le virus du basketball. Moi, je l'appelle le virus. Euh, il nous a appris les fundamentals avec d'autres jeunes comme les Bruce, comme je pense que dans la génération avec laquelle on a grandi, moi, j'ai appris à jouer le basketball avec Bruce, là, parce qu'on habitait dans le même quartier. Euh, et puis, par après, les zones de la mairie de Bujumbura, le seul moyen qu'ils avaient pour occuper les jeunes, c'était d'organiser Des les compétitions? compétitions Ouais. interzones. Mhm. Donc, par exemple, zone Gagara, à l'époque, c'était les zones, hein. Aujourd'hui, je ne sais pas Mhm. comment on les appelle, Je hein. sais pas, moi-même, je sais pas. Donc, notre zone Gagara devrait jouer contre la zone de Bouiza, ou bien de Bouiza-Javé. C'était à l'époque Bouiza-Javé. Et du coup, euh, on jouait contre les joueurs qui ont évolué dans l'équipe Ournani. Mhm. Mais aussi, on a joué, par exemple, la zone de Mutanga Sud, là d'où tu viens. Mhm. Donc, c'est là où peut-être on a commencé à voyager, hein, dans différentes zones. Et par après, je me souviens que la finale qu'on a jouée, on a joué sur le terrain de Musée Vivant. Et Mhm. c'était la finale qui était organisée par la mairie de Bujumbura. Et la mairie de Bujumbura était effectivement l'organisateur, ou bien l'organisatrice de cet événement-là. Mhm. Alors, ça, c'était, je pense, en 94. Et par après, j'ai arrêté un peu le basketball. Je me suis dirigé vers le volleyball. Pourquoi? Ah oui, Parce qu'au ça, je ne volleyball, savais pas. ouais, ouais, ouais. Parce que le volleyball,
il y avait une équipe qui se pratiquait à Côté-Bout. Je pense que tu connais Côté-Bout, Oh hein? oui, je connais bien, Et oui. puis, les fonctionnaires, là, ils avaient une équipe de volleyball au Côté-Bout. Ce qui était bien à cette équipe-là, c'est qu'ils donnaient de bons rafraîchissements. Ah, C'est-à-dire après. que après, après les pratiques. Donc, pour moi, là, c'était la cause du fin de la soif que je suis parti à jouer le volleyball. Parce que si on n'a pas de passion, on essaie tout, hein. Et Oui, puis, c'est ça. le fruit, la, la semence qui porte beaucoup de fruits, c'est ça Et, euh, et puis, ça, c'était en 95, je pense. Et en 96, moi, j'ai déménagé dans une autre zone qui s'appelle zone Chibitoke. C'est toujours Mhm. dans la mairie de Bujumbura. Et du coup, dans la zone de Chibitoke, je pense que c'était la seule zone qui avait un terrain Un tout terrain de près. basketball, oui. Et puis, il y avait des lumières pendant le Mhm. soir. Et là, j'ai commencé alors à pratiquer les soirs le basketball. Comme j'avais les fundamentals de Rukundo, là, 2 ans en arrière, Mhm. bon, voilà, je me souviens que j'étais devenu bon. Et puis, tous les enfants là, du quartier de Chipitoke de mon âge disaient, oh, lui, il est meilleur, lui, il est bon. Et puis, j'étais devenu même entraîneur du centre des jeunes de Kamenge, non? Mhm. Ouais. Parce que, il cherchait des animateurs pour occuper les jeunes. Donc, j'ai commencé à pratiquer les jeunes, le basketball, alors que moi, je ne savais vraiment beaucoup. Mhm. Alors, en 97, quelqu'un m'invite, je pense que c'est Bruce, hein, je ne sais même pas c'est qui, là. Euh, Quelqu'un m'invite d'aller euh, visiter une équipe euh, qui s'appelait Kern. Et Mhm. puis cette équipe-là se pratiquait dans le quartier INSS, au stade Prince Louis Gassoré, derrière. Mhm. C'était un mardi, parce que eux, ils se pratiquaient les mardis et les jeudis, à partir, je Mhm. pense, de 17h jusqu'à 18h30, je sais pas. Alors, je pars le mardi. Et, et puis, j'étais très timide, et puis j'étais inconfiant, et puis je venais du quartier minable, parce que les autres, là, venaient de Roero et tout, là. Oui, de centre-ville. Ouais, 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 hein, là-bas, non, Ouais. mon viti, non? Et par après, euh, je me suis pratiqué le mardi. Et là, il y avait un coach qui s'appelait Ngengurutse, et d'ailleurs François, oui, oui. et d'ailleurs Ouais. je passe cette occasion pour vraiment lui dire merci beaucoup parce que il a fait vraiment un très bon travail pour former et transformer nos vies, du moins les joueurs là qui ont évolué avec Kern. Alors, euh, là, je pars le mardi, et puis lui, il avait un minibus là qui nous Ah, je me transportait. souviens très bien. Alors, il nous transportait du stade Prince Rugagassore après la pratique, la première pratique. Donc, il nous amenait au centre-ville pour prendre les Pour prendre bus le bus pour afin rentrer à la maison. pour rentrer à la maison. Ouais. Et puis, il me donnait de l'argent de bus parce qu'on n'avait pas de l'argent de bus. Mhm. Donc, et moi là, j'avais, pendant la pratique, j'étais venu avec un t-shirt de Oxfam. Oxfam, c'était un ONG, je pense anglais, Mhm. qui était venu au Burundi pour donner du support. Et un membre de famille m'avait donné ce t-shirt-là, et c'est le t-shirt-là que j'avais amené à la pratique. Donc, Monsieur François m'appelait Oxfam parce que il ne savait pas Ah, c'était quoi mon nom. oui. Donc, il m'a dit, Hey, Oxfam, prends l'argent de bus et puis viens le jeudi. Donc, il me donne l'argent de rentrer et l'argent de retourner le jeudi. Donc, je retourne avec le même t-shirt. Et il m'a dit, Hey, Oxfam, tu es revenu? Je dis, oui, je suis revenu parce que tu m'as dit de revenir. Il m'a dit, OK, va pratiquer encore. Et on se pratique. Et le samedi, ils avaient un match. Un match, je pense que c'était contre l'équipe de foudre. OK? Mhm. Mais anyways, c'était ça la façon dont je suis venu en contact avec Kern. Et voilà.
Mais je me souviens bien de cette période parce que moi-même, je jouais dans la ligue, j'étais aussi entraîneur, encadreur dans la ville de Bujumbura. Et comme je te disais avant notre entrevue, j'ai joué contre toi. Tu étais vraiment un très bon joueur. Là, tu évolues dans la ligue, tu excelles, mais les circonstances ont fait que tu quittes le pays et donc tu vas aller en Europe pour t'installer là-bas. Est-ce que en Europe, tu as continué ta passion pour le basketball? Oui, oui, j'ai vraiment continué parce que effectivement beaucoup de monde pensait que moi j'ai quitté le Burundi en 2000. Et Mhm, j'ai joué seulement 3 ans dans la compétition burundaise. Mais peut-être que je vais encourager quelqu'un par ceci. mhm, Euh, Dans la vie, tu sais pas ce qui t'attend. mhm, Euh, le talent que tu as, que n'importe qui a, chaque personne a un talent. Il suffit d'avoir une plateforme et l'envie de l'exploiter. Tu peux aller vraiment loin. Moi, euh, je me souviens le premier match que j'ai joué, comme je viens de le dire là, moi je venais de pratiquer 2 fois avec l'équipe Kern. Et puis mhm. personne ne connaissait mon nom, tout le monde m'appelait Oxfam À cause de ton t-shirt. avec mon t-shirt. Alors, le samedi, il y avait un match après mes deuxièmes pratiques au district. Et là-bas, moi, j'y vais, pas pour jouer, mais pour encourager et assister le premier match. J'arrive là-bas, bien sûr, j'avais pas des chaussures, j'avais pas de, j'étais en jean, un t-shirt, pas le Oxfam, mais notre t-shirt. Et là, j'arrive et monsieur l'entraîneur me dit, mais Oxfam, pourquoi tu n'es pas venu prêt? Je dis, mais moi, j'ai pratiqué 2 fois. Je peux pas jouer le match parce que je ne savais pas vraiment beaucoup de, de tout. Mais j'avais quand même quelque chose d'après ce que le coach m'a dit. Il m'a dit, non, 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 on va chercher les chaussures pour toi. On va chercher les chaussettes pour toi. Et puis, tu vas jouer. Je dis, hein? Ça, c'est grave. Et effectivement, c'était l'équipe universitaire qui venait de jouer. Et votre équipe universitaire, vous aviez toujours des belles chaussures, Ah des ben, belles chaussettes. chaussures, des beaux maillots. C'est ça. Donc, moi, on me prête les chaussures de mon ancien coéquipier, Ngoya Goye. Oui, oui, oui. Et j'ai Ah, porté donc ça. à ce jour-là, tu jouais contre nous. Non, non, à ce jour-là, je jouais contre Foot. Enfin, Foot, on devait jouer mais contre notre Foot. équipe avait joué avant. Avant, c'est Oui. ça. Donc, moi, je porte les chaussures d'Ongoy. euh, et puis, les chaussures ne m'allaient pas du tout. J'ai toujours cette photo, c'est vraiment incroyable à voir. Moi, j'étais un élève secondaire, je pense que c'était en 9e ou 8e. Et puis, vous étiez vraiment des adultes là, C'est les grands universitaires. frères. Alors, moi, on me prête les chaussures. Et puis, j'étais sur le banc, mais j'avais tellement peur et j'étais au coin parce que je ne voulais pas que personne ne me repère pour que je puisse aller sur le terrain. J'ai un ancien coéquipier là, il était l'un des meilleurs ailiers qui s'appelait Emar. Ouais, je me souviens bien de Aymar, oui, oui. Lui, il était très bon en 97. Donc, lui était ailier et puis il a commis sa quatrième faute. Et Il mais fallait qu'il soit remplacé. il faudrait qu'il soit remplacé pour se reposer. OK? Alors, monsieur Ngultse vient sur le banc, il cherche, il cherche. Et plus il cherchait, plus moi je devais me cacher parce que je disais, qu'est-ce que je vais faire sur le terrain quand il va me choisir? Et du coup, tu sais, le public au Burundi, c'est grave, hein, hein. Quand tu étais assis au coin, hein, les spectateurs étaient venus devant, donc tu étais invisible. Et monsieur Ngultse me dit, mais où est Oxfam? Où est Oxfam? Et, et- et puis, Et puis il m'appelle. Moi, j'avais des chaussures qui n'ont peut-être double size que mon pied. Et il m'a dit, Oxfam, entre, toi, tu vas juste y aller pour que Aymar se repose un peu. Parce qu'il a 4 fautes. Et puis toi, tu vas jouer comme tu peux. Mais c'est question que tu puisses être là afin que l'autre qui est meilleur que toi va se reposer. Je dis, OK, pas de problème. Et je lui demande, je fais quoi en fait? Il me dit, toi là, tu vas jouer devant à droite. Quand tu reçois la balle,
tu dribbles et puis tu vas marquer. Je dis, OK, pas de problème. Alors, on avait un très bon pivot qui s'appelle Sambo. Il sautait très haut. Ah, Hein. je me souviens bien de Sambo, C'était oui, très haut. oui. Et moi, j'avais remarqué que Sambo, toujours, quand il reçoit un ballon, il saute très haut et puis c'est lui qui le prend. Donc, moi, j'ai développé une stratégie. Dès qu'il prend la balle, moi, je cours devant. C'est simple que ça. So, ce game-là, le match contre Foudre, je pense que j'ai marqué 25 points. Oh, wow. Parce que c'était incroyablement très bon. Et tout le monde disait, mais d'où vient ce type-là? Il vient de quelle planète? Anyways, puis j'ai joué cette saison. Je pense que j'ai été élu le meilleur Et ailier meilleur cette ailier, année. je me souviens, oui. Et puis j'ai été même recruté avec l'équipe nationale. J'ai L'équipe été nationale, sélectionné. ouais. Et en 2000, j'ai eu l'opportunité d'aller en Europe, pas pour jouer, mais à cause des situations dans notre pays. Donc, je suis arrivé et puis j'ai atterri en Hollande. Et en Hollande, la première chose que j'ai fait, j'ai cherché une équipe locale dans la petite ville où j'habitais. Et d'ailleurs, c'est cette équipe-là, l'un des coéquipiers de son père, qui m'a donné le premier job en Europe. C'est pour Mhm, cela que le basket, pour moi, là, c'est vraiment un outil de vie qui m'a beaucoup aidé jusqu'à maintenant. mhm, Et puis, parce que le premier job que j'ai eu en Europe, c'était grâce au basketball. mhm. Alors, je, je, je joue, je joue la petite ville là où on habitait. Il y avait une équipe, et puis j'étais le meilleur dans cette équipe parce que les autres, là, c'était vraiment presque des apprentis. Et puis, on me dirige dans une autre équipe régionale où il jouait la compétition nationale Division 1. Ah oui, Et puis là, j'ai joué 2 ou 3 ans. Hein. C'était très intense. On se pratiquait 4 ou 5 fois la semaine. Donc, on voyageait tout le pays pour jouer à la Ligue nationale Division 1. C'était vraiment le plus haut là, des Pays-Bas. Et puis, voilà, c'était ainsi. Là, j'ai joué dans cette compétition pendant 2 ou 3 saisons. Et puis, par après, je devais penser à la famille et donc j'ai arrêté. ouais, c'est ça. Et là, donc, tu atterris au Canada avec toute cette expérience au Burundi, aux Pays-Bas. Est-ce que devenir encadreur, est-ce que c'était une des rêves que tu avais? Parce que maintenant, tu es devenu encadreur de des centaines de jeunes. On va en revenir. Comment est venue justement cette idée de créer une académie, de créer un encadrement pour les jeunes dans la région de Ottawa-Gatineau? Bon, la première chose qui m'a choqué quand je suis arrivé ici au Canada, c'est que j'ai remarqué que les enfants, surtout les enfants de notre communauté, n'étaient pas du tout actifs dans le sport. Alors moi, j'arrive effectivement en 2016, on est émigré ici au Canada, et la première chose que je remarque, ce qui est différent de l'Europe, parce que j'ai quitté en Europe, j'avais 2 enfants et puis j'étais coach de ma fille. Ma fille aussi, quand on était arrivé ici, elle avait 10 ans. Et puis je coachais son équipe. Donc, je me disais, la meilleure chose que je peux donner à mes enfants, c'est ce qu'elles aient. Et ce qu'elles aient, c'est vraiment le basketball qui va beaucoup les aider à aller de loin. Donc, j'arrive ici, je cherche une équipe. Je trouve pas, c'est difficile. À Gatineau, c'est difficile. Ça a commencé de changer, là. Et puis par après, là, je sors avec mes 2 enfants pour aller jouer dehors pendant l'été, pour apprendre le basketball. Mais j'avais déjà remarqué que les enfants de la communauté burundaise ou africaine n'étaient pas du tout habitués. Hein. Les parents n'étaient pas habitués à amener leurs enfants dans une activité sportive. Donc, je sors avec mes 2 enfants et puis euh, je jouais. Et puis par après, il y a les neveux de mes enfants qui viennent. Par après, il y a d'autres qui viennent. Et du coup, j'avais 32 enfants. 32 enfants. 32. Wow. Et je dis aux parents, écoute, je vois qu'il y a de l'envie et je vois que les enfants aiment bien. Donc, la fois prochaine, euh, achète les ballons. Achète les Mhm, ballons, moi, je vais me disponibiliser d'enseigner le basketball à vos enfants 2 fois la semaine. Et c'était dehors. mhm, Et ce qui était frappant, il y a un enfant là qui est venu et qui a beaucoup plus
aimait le basketball. Donc, il a été attrapé par le virus, même. Le fameux virus. Oui. Et cet enfant-là, ses parents m'ont dit que parce que par après, on est allé dans un gym après septembre avec ce mouvement-là de pratique avec 32 enfants. Et puis par après, ils étaient réduits jusqu'à 15. Et puis, on loue un gym dans une école primaire. Et ses parents m'ont dit quelque chose. Ils m'ont dit que depuis que l'enfant a commencé à jouer, son comportement a changé en classe, Positivement. positivement. Mhm. Et l'enfant était beaucoup plus concentré, l'enfant était beaucoup plus, il écoutait beaucoup plus, il exécutait beaucoup plus. Et les enseignants ont appelé les parents. Ils ont dit, qu'est-ce qui a changé avec votre enfant? Wow. Et les parents ont dit, non, non, il n'y a rien qui a changé. Mais ils ont dit, l'enseignant a dit, mais votre enfant dit souvent qu'il joue au basket le week-end. Qu'est-ce qu'il fait ce basket? Et ils se sont rappelés que c'est grâce au basket que l'enfant a changé, que sa vie a changé en fait. Et j'ai commencé beaucoup plus à penser que ce n'est pas question d'enseigner seulement le basketball, mais le basketball change les vies de ces enfants-là. Mhm. Et, euh, et du coup, voilà, maintenant quand même, on a 160 enfants qu'on encadre. Et ce n'est pas moi seul qui le fais parce qu'il y a beaucoup plus. On a 10 équipes compétitives, on a des équipes récréatives et on a plus de 10 coachs qui nous aident, Wow. qui sont là. On a un comité des parents qui est vraiment activement très impliqué. Et on voit les vies des enfants qui changent. Maintenant, on voit que les parents accompagnent leurs enfants. On voit que maintenant, ce n'est plus un problème que les parents voyagent avec leurs enfants parce qu'on voyage de temps en temps. On va à Montréal, on va ici dans la région pour jouer les tournois et les parents accompagnent leurs enfants. Et le basket, moi, je pourrais dire ici dans notre communauté, a révolutionné la vie des familles Mhm. parce que les enfants sont actifs, les enfants sont épanouis, les enfants le basket est devenu comme leur vie, leur deuxième vie. Même il y a des parents qui utilisent le basketball pour éduquer leurs enfants, ce qui est bien. Donc, Absolument. c'est ça. Voilà, donc c'était la première partie de l'entrevue que j'ai pu faire avec Willy Blaise Ilaniboutse. Il m'a rappelé beaucoup, beaucoup de choses quand on jouait au Burundi. Et il faut dire aussi que, il a dit dans l'entrevue, il vient des quartiers défavorisés de la capitale. Donc il a commencé à jouer à la balle grâce à un ami qu'on avait, un ami commun, un ancien collègue avec qui je jouais. Donc l'impact que ça a eu sur sa vie et maintenant qu'il est en train de donner son savoir. Toi, Mike, qu'est-ce que tu as tiré de cette entrevue avec Blaise? Ah, c'est vraiment inspirant. Donc, j'ai volontairement pas écouté la suite. Je me suis arrêté à la fin de l'entrevue qu'on vous a diffusée où il nous explique le lancement de son académie, comment il a commencé dans un parc et ensuite il a fini avec 10 entraîneurs, quelque chose de fou. Et l'impact qu'il a sur les enfants, ça c'est vraiment le plus important. C'est Impact Basket et c'est ça qu'on regarde. On ne regarde pas juste des gens qui permettent à des joueurs de devenir des grands joueurs parce qu'on sait que en fait, tout le reste, c'est limite le plus important, en fait. De juste la capacité du basket à améliorer la vie des enfants. Un enfant qui n'était pas très bon à l'école ou pas concentré ou je ne sais quoi. Les parents on leur demande, mais qu'est-ce qui a changé votre enfant? Il est plus concentré, il a des meilleurs résultats. Mais en fait, bah, ils ne savaient pas. Mais si, en fait, c'est le basket, c'est l'avoir mis au basket qui a permis de progresser. Donc ça, c'est sensationnel. Et puis le parcours, l'entrevue est vraiment sympa entre vous deux. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Bujumbura, je pense que dans la version vidéo, on va essayer de mettre un peu des aides Ouais, visuelles pour ouais. savoir quand vous parlez des différentes équipes, des différents quartiers, peut-être essayer de montrer une carte ou on va voir. Je vais voir quand je vais vous faire le montage vidéo. Je vous invite à aller voir la version vidéo. Mais ouais, très intéressant, comme tu dis, il venait des quartiers plutôt défavorisés et il dit oh, vous veniez avec l'université, Ouais. avec vos beaux maillots et tout ça. Et puis C'est vraiment drôle. il faut que tu lui demandes la photo pour qu'on la mette. La photo où on lui a prêté des chaussures qui étaient Ah, je trop sais pas grandes. s'il a une photo de Il a dit ça. qu'il avait. Ah oui, Dans ah, ok. l'entrevue, il dit j'ai encore la photo.
Donc là, il faut vraiment que tu ailles lui demander la photo. Et puis, 25 points avec des chaussures trop grandes. Dommage, je pense pas qu'il y a de vidéo parce que c'était à une autre époque. Mais non, vraiment sensationnel et vraiment hâte d'être à la semaine prochaine pour diffuser la deuxième partie. Oui, c'était vraiment extraordinaire. Même après l'entrevue, je suis resté avec lui. On a discuté pendant près d'une heure l'impact qu'il fait dans la communauté, chez les enfants, les parents. Et puis là, la ville de Gatineau commence à l'approcher. Et puis il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il y a toute une communauté derrière lui. C'est quelqu'un de très humble. Tu ne sauras jamais. Lui, il fait son travail. Et puis après son travail, c'est le basketball. Et puis sa famille l'aide aussi dans l'accompagnement. C'est vraiment extraordinaire ce qu'il a pu faire. Et puis on lui souhaite plein succès. Et donc aujourd'hui, c'était juste la première partie où il parle de son parcours en tant que joueur. Il a même eu de belles performances en Europe aussi. Il a joué aux Pays-Bas. Donc c'est quelqu'un vraiment de très bien comme personne. Mais là, ce qu'il fait dans la communauté, c'est extraordinaire. Voilà, c'était la première partie avec l'entrevue avec Blaise. La suite, ce sera dans l'émission de la semaine prochaine, dans Impact Basketball. Et c'est sur ce point qu'on clôture sur l'émission d'aujourd'hui. C'était avec vous, Patrick Bizindavi, Mike Laviole. Et au moment où nous sommes en train d'enregistrer cette émission, les Raptors jouent contre Detroit ce soir. On va revenir la semaine prochaine. Et comme on dit toujours à la fin, Let's go Raptors!